Si un en avance, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina ? Où est l'argent ? Où est l'argent ? C'est mon peu de mort. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. L'horizon est-il sombre pour le championnat anglais, la premiership comme on l'appelle ? C'est une question qu'on va se poser ce soir sur Sud Radio dans la chronique de Philippe Spanghero, avec déjà un premier état des lieux. Le Covid a fait des dégâts sans précédent au sein du rugby anglais, Philippe, qui a, semble-t-il, souffert tout autant, voire plus que nous, de cette période sanitaire extrêmement difficile et ces incertitudes liées à la situation économique aussi. Alors, sincèrement, je me pose vraiment la question de savoir à quel niveau la période Covid est responsable de cette situation. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire que l'État a extrêmement bien accompagné les clubs, il faut le dire et il faut en être reconnaissant. Mais donc, ils ont accompagné les pertes d'exploitation et on voit finalement qu'on est revenu à la normale avec des clubs plutôt sains financièrement. On va pas revenir sur le fait qu'il y a des clubs dont les présidents mécènes rajoutent au pot tous les ans. Mais tous les ans, on repart de zéro et aucun club ne démarre une saison avec des ardoises, avec des dettes. Donc quelque part, ce qui est pas du tout le cas de l'Angleterre où il y a des dettes comme il en faut. Hein. Enfin là. Oui, il y a des dettes comme il en faut, mais en fait quelque part c'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que ces clubs anglais, ils ont utilisé la période Covid et les aides pour combler du passif antérieur. Donc forcément que ça accentue la crise. Donc tu es en train de dire que la situation initiale d'avant Covid était déjà critique au sein du rugby anglais. Bien sûr, quand on voit les niveaux d'argent injectés par le gouvernement au soutien des clubs anglais, ce n'est pas possible que si les clubs aient été sains financièrement avant, ils ne s'en sortent pas. Donc forcément, il y a une explication qui se trouve dans la façon dont ces clubs étaient gérés avant. Et on l'a vu, depuis des clubs majeurs ont déposé le bilan. Honnêtement, les London Irish et Worcester. Alors c'est triste parce que y a des joueurs sur le carreau, l'histoire est triste. Par contre, il faut vraiment que ça nous serve à nous, rugby français, je le dis souvent, parce qu'on a proche de nous un exemple de ce qu'il faut pas faire. Il y a eu une première décision qui pour moi a tué le rugby anglais et son niveau général et son homogénéité, c'est le fait de sacrifier cette deuxième division en sanctuarisant la premiership, en disant qu'on arrêtait les montées et les descentes. Parce qu'on a voulu s'inspirer d'un modèle américain en disant on va spéculer sur les franchises qui composent cette première division. On a tué la deuxième division professionnelle anglaise. On a tué cette synergie qui pouvait y avoir et qui existe aujourd'hui en France entre ces deux divisions. Et donc ça a été une première erreur. Deuxième erreur, ça a été le laxisme depuis des années sur le regard financier apporté à la santé des clubs. On a laissé beaucoup trop faire et aller beaucoup trop loin. Quand on entend parler des dettes cumulées des clubs anglais, c'est 340 millions sur les 6 dernières années. 340 millions de pertes cumulées sur les 6 dernières années, ce qui est absolument colossal. C'est quoi, 10 clubs de top 14 ça fait plus de 60 millions cumulés par an. C'est plus du triple du rugby français par an, en sachant que ces dernières années, à lui tout seul, le Stade français portait une très grande partie de la dette cumulée des clubs français. Donc, ça montre le grand écart qu'il y a entre nos deux championnats. Et donc, en effet, le rugby anglais est en grande souffrance parce que ça amène quoi ? Aujourd'hui, on a un championnat de première division qui était censé être la poule aux œufs d'or, amener de la spéculation, amener des marques qui allaient valoir des fortunes, qui valent plus rien. Aujourd'hui, la société commerciale qui gère la premiership anglaise n'est plus en position de force pour rien, ni dans la négo de ses droits sponsoring, ni dans la négo de ses droits télé, on y reviendra, parce qu'il y a moins de matchs, parce qu'il y a moins d'équipes. Donc, on voit que tout se négocie à la baisse. Et donc, c'est la fuite en avant. Parce que quand vous avez des dettes, il faut des nouvelles ressources pour être capable de les combler. Et non seulement ils n'ont pas de nouvelles ressources, mais ils ont des ressources en moins. Ils négocient les droits de télé à la baisse, il y a moins de monde dans les stades, il y a moins de sponsors. Donc l'équation, elle est insoluble du côté anglais aujourd'hui.
Ah, et ma question initiale, l'horizon est-il sombre pour le rugby anglais, pour le championnat anglais, je précise bien pour le championnat professionnel anglais, la première la première division. J'ai déjà quelques éléments de réponse que tu nous apportes, Philippe. Juste sur les pré-Covid, il y a le gouvernement britannique qui a actionné un processus de remboursement de 175 millions d'euros accordés au club lors de ces pré-Covid. Sur les 340 qui étaient dus. Et là, la premiership, eh bien, les clubs ont demandé un report des remboursements et le gouvernement a proposé un étalement donc des remboursements négociés avec chaque club parce qu'en fait, les clubs ne peuvent pas rembourser. Non, mais les clubs sont exsangues financièrement. Les clubs sont exsangues financièrement, donc c'est difficile pour le gouvernement anglais parce que soit ils campent sur leur position. Et ils savent qu'ils tuent ce sport en Angleterre carrément, puisque là en chaîne, la plupart des clubs vont déposer le bilan. Mais à la fois, ils peuvent pas effacer l'ardoise. Parce que quel signal ils donnent sinon à la population et aux entreprises qui n'ont pas les mêmes conditions? Parce que malgré tout, évidemment, c'est des boîtes. Non, mais et puis au-delà de ça, c'est de la mauvaise gestion et une bulle spéculative que ces clubs ont créée entre eux. C'est ça qui est dramatique. C'est cette fuite en avant à laquelle on a assisté quelque part sans rien se dire du côté anglais. Et aujourd'hui, ils viennent se retourner vers le gouvernement pour demander de l'aide alors qu'ils sont responsables de leur situation, malheureusement. Ouais, c'est vrai que c'est assez ahurissant. Et puis alors du coup il y a moins d'argent, donc il y a des salaires qui vont être vers la baisse. Du coup il y a des stars qui quittent le navire. Farrell au Racing 92, on vous le rappelle, Tuilagi qui va arriver à Bayonne, Richie Gray qui n'est pas anglais mais qui est une star du championnat anglais qui va arriver à l'Union Bordeaux-Bègles, Vunipola au MHR. Voilà, il y a plein de stars anglaises qui vont arriver. Et pour en avoir discuté récemment avec des agents, Philippe, en fait l'anglais coûte pas cher. Aujourd'hui, on en est à se dire, oui, on recrute un international anglais, parce qu'en fait, il coûte pas cher. Alors, attention, pour le salaire du commun des mortels, c'est ahurissant, mais quand un joueur français qui a 25 sélections coûte 35 000 par mois, je vous donne un chiffre comme ça, l'anglais il va coûter 20 000. Et en fait, c'est aussi ça la réalité, c'est que le joueur anglais ne vaut plus grand chose parce que lui aussi sa valeur a baissé. Bien sûr, la valeur est abaissée, mais ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'ils se tournent vers la France. Et même si on le paie moins cher qu'une forme de valeur du marché, la vraie question, c'est quelle est la valeur du marché? Puisque aujourd'hui, on voit quel est l'état des finances anglaises, mais c'est pareil au Pays de Galles, c'est pareil en URC. Les clubs sud-africains ont des politiques de rémunération qui sont aussi très basses. Donc en fait, le rugby français est un ovni sur la planète rugby, avec le Japon. Mais on dit souvent que c'est difficile quand même de comparer les deux. Le Japon est vraiment très à part dans son modèle. Et donc aujourd'hui, pourquoi les joueurs français sont chers? Parce qu'on a intégré la règle des GIFs et que quelque part, ça crée de la survaleur à la valeur sportive du joueur. Mais donc, la vraie valeur de marché, c'est certainement ce que les clubs sont prêts à payer des Anglais aujourd'hui. Mais demain, même si on décidait de leur faire des offres à 20% de moins que ce qu'on leur offre aujourd'hui, je pense qu'ils viendraient quand même. Donc, tout ça va aller à la baisse. Et la vraie question, il y a deux questions que je me pose. C'est, quelle est la place de la France dans tout ça? Parce que il faut pas juste regarder ça en se disant, ah ouais, c'est chez les Anglais, mais ça nous impacte directement. Parce que on a quand même besoin d'une homogénéité dans le monde du rugby qui soit cohérente. Et quand on a ce championnat aussi solide, qui est le championnat de la deuxième fédération mondiale en termes de licenciés, qui est une des fédérations les plus puissantes du monde, c'est ça le paradoxe. C'est que on parle du championnat professionnel qui est dans cette situation, qui est porté par la fédération la plus riche du monde. Donc comment c'est possible en fait d'avoir cet écart-là entre le poids financier de sa fédération et l'état de ses clubs professionnels? Et c'est là qu'on voit aussi à quel point quelque part ça peut être dangereux de diviser ces deux mondes et de vivre chacun de son côté. Parce que la vérité, c'est que la fédération aurait dû intervenir beaucoup plus tôt, aurait dû être beaucoup plus rigide et imposer les décisions à la société commerciale propriétaire de la Premiership. Exactement. Et quand on regarde donc la dernière actualité qui s'est passée la semaine dernière, c'est bien la renégociation des droits télé, une renégociation avec TNT, qui est le diffuseur officiel, à la baisse.
Et ouais, et ça c'est, on va dire, le dernier indice que, eh bien, le produit a perdu vraiment sa valeur, parce que même pour les télévisions, dans un contexte où la plupart du temps, quand ton championnat va bien, eh bien les droits télé augmentent, eh bien là ça va baisser en Angleterre. Mais c'est à la baisse pour deux raisons. Il y a moins de matchs, donc le produit est moins complet, avec des marques fortes qui tiraient l'image de ce championnat vers le haut qui ne sont plus là. Et deuxièmement, c'est ce que j'expliquais pour le sujet des droits télé en France. C'est une question de loi d'offre et de demande. Aujourd'hui, il y a trop peu d'acteurs qui sont intéressés par les droits du rugby. Donc, quand vous êtes une marque comme TNT, que vous savez que le produit est moins bon qu'avant et que vous savez que personne d'autre se positionnera à l'offre que vous faites, même si elle est plus basse, quel intérêt vous avez à la faire plus haute? Donc aujourd'hui, quelque part, on est dans une économie de marché. Et TNT joue sa carte, continue, et honnêtement, ils auraient proposé 15 ou 20% de moins, ils auraient eu les droits de la même façon. Donc, c'est vrai que ce rugby anglais, pour répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce qu'il a décroché? Est-ce qu'il est moins fort que le top 14? Oui, et ça fait longtemps. Est-ce qu'il devient moins fort que l'URC? La réponse est oui. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, la réponse est oui. Et donc, il y a une reconstruction complète à amorcer du côté anglais, et je crois que je sais pas dans le détail quelle est la relation entre la Ligue et la Fédé par rapport à ce qui se passe en France d'un point de vue juridique, mais de toute façon, la société commerciale qui gère le rugby professionnel doit travailler de concert avec la fédération, parce que la fédération anglaise ne peut pas, avec son nombre de licenciés, je le répète, avoir un rugby professionnel aussi pauvre, parce que ça reste le vivier de son équipe nationale. Donc tout ça est lié et interconnecté. Mais non, mais ça ne changera jamais. La fédération a besoin d'un championnat professionnel fort. Ah bah bien sûr, mais pour l'instant la règle de sélection, il faut jouer en Angleterre pour être sélectionné, elle est quand même contestée en Angleterre, parce que les stars s'en vont et ont toujours envie de porter le maillot du 15 de la Rose, donc il peut y avoir un certain affrontement sur ce point-là. La première chip est-elle passée derrière le top 14 et l'URC? C'est la question du débat. Quentin Cabanis. Non, pas encore. Non, je pense pas. Tu penses que l'URC est toujours derrière le championnat anglais? Oui, en tout cas dans mon esprit, oui. Tu vois. Dans ton esprit. Antoine Mazère. Ah oui, ils sont complètement passés derrière l'URC quand tu vois l'homogénéité de ce championnat qui est devenu maintenant l'URC, avec des équipes italiennes qui arrivent à rivaliser avec des équipes irlandaises et des équipes d'Afrique du Sud qui arrivent à vraiment apporter une mixité, et surtout je trouve un championnat qui est très télégénique et un très beau produit finalement, et puis qui est accessible finalement là aussi en France à regarder, et qui se vaut, avec des équipes qui sont prêtes après pour jouer la Coupe d'Europe. Donc oui, largement, ils sont passés un step au-dessus. Clément Combe, ton avis? Je nuancerais quand même. Derrière le top 14, ça fait quand même quelques bonnes années qu'ils sont derrière le top 14. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, derrière l'URC, je dirais que c'est kiff-kiff. L'URC, c'est pas un championnat si homogène que ça. C'est un championnat à 3 vitesses où il y a 3 championnats dans le championnat. Il y a vraiment les équipes qui se battent pour accéder en phase finale. Il y a le ventre mou et les équipes qui ne jouent rien parce qu'elles n'ont pas le niveau pour jouer quelque chose, avec notamment les franchises galloises. Quand on parle des franchises italiennes en URC, il y a seul le Benetton Trévise rivalise avec les autres, mais pas, ça fait un pas sur les deux, zèbres de Parme. Oui, ça fait un sur deux. Mais la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point la première chip va couler ou va réussir à se relever. On sait qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, il y a un membre du Parlement de Gloucester qui avait interpellé Rishi Sunak, le Premier ministre, sur les risques et les dangers financiers et l'état actuel des clubs de rugby anglais. Rishi Sunak était allé visiter le club de Gloucester. Il y avait eu toute une opération de communication, et ça avait parlé d'ailleurs de pourquoi pas perfuser les clubs de rugby anglais. Donc à voir jusqu'à quel point ça va au bout. Et ensuite ça passe derrière l'URC un petit peu quand même, parce que ça reste la première chip est devenue un championnat sans montée-descente. Et donc c'est aussi un des enjeux qui fait, à mon sens, baisser les droits télé au-delà de... Et c'est un championnat qui n'existe pas
du tout en France. C'est-à-dire qu'on ne voit plus une image de Premiership, il ne se passe plus rien, il n'y a plus aucune communication. À l'époque, il y avait des diffuseurs en France. Là, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement compliqué de pouvoir voir des images de Premiership d'un championnat qui se déroule à quelques centaines de kilomètres de nous. Donc c'est quand même aussi assez révélateur de l'exportation, on va dire décroissante de ce championnat. Et surtout, et je nuançais sur l'URC, mais l'URC, depuis qu'il y a cette formule avec les clubs sud-africains, on voit quand même que d'année en année, que ce soit les audiences, que ce soit les affluences dans les stades, même si en Afrique du Sud, il y a toujours quelques difficultés, dès qu'on arrive en phase finale, les demi-finales, les finales, ça grandit d'année en année. Donc il va falloir que ça se relève vite du côté de la Premiership s'ils veulent pas qu'il y ait un gap trop important avec les autres championnats d'Europe. C'est intéressant ce que tu dis, et ce sera ma dernière question pour toi, Philippe. Ça fait que 2 ans. Oui. Et ce sera ma dernière question pour toi, Philippe. Clément met en point, met sur la table un argument intéressant, c'est que ce championnat du RC s'est renouvelé avec l'arrivée de ces championnats, de ces équipes sud-africaines. Ça a rafraîchi vraiment cette compétition et ça a fait gagner de l'intérêt. Toi, si tu devais faire une décision de crise là pour faire un changement majeur dans ce championnat anglais, est-ce que par exemple il faudrait intégrer des équipes de cette deuxième division qui n'est plus totalement professionnelle? Est-ce qu'il faut réouvrir les portes à plus de 10 clubs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rafraîchir les équipes? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, toi, Philippe? Déjà, pour moi, il y a trop peu de clubs dans cette première division. Donc, de toute façon, il faut retrouver 12 clubs. Je pense qu'il faut changer cette règle. De toute façon, cette règle n'a pas marché. Le but était de donner une valeur commerciale très élevée à ce championnat en jouant sur la spéculation. En disant, voilà, un investisseur qui veut racheter une franchise, ça va valoir de plus en plus cher tous les ans parce que s'il ne rachète pas cette franchise-là, il ne pourra jamais intégrer ce championnat. C'est pas comme quelqu'un qui arriverait demain en Pro D2 en France, qui mettrait 20 millions sur la table en disant « je veux monter en top 14 ». Là, ce n'est pas possible autrement que par une négo financière. Donc c'était ça l'idée initiale, à part que ça n'a pas fonctionné. Donc partant de ce principe-là et du postulat qui est de dire que ça n'a pas enrichi la Premiership, il faut changer la règle simplement et revenir à cette notion de montée et descente, qui est culturellement importante aussi dans le rugby anglais, retrouver une première division homogène et solide à 12 clubs et retravailler sur cet enjeu de formation qui s'est perdu en sacrifiant cette deuxième division, parce que, je le répète, mais quand on voit à quel point elle est un laboratoire ici en France, on se dit que les Anglais se sont coupés de beaucoup de potentiel de laboratoire de formation. Exactement. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Merci d'avoir été avec nous. La chronique à retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes de plus de 900 000 abonnés et on va chercher le million. Hein. On est comme ça. Hein. On va aller chercher le million avant la fin de saison de Top 14 et de Pro D2. Venez sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous avez tous les programmes en replay et même des contenus exclusifs sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Plus de 900 000 abonnés. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci messieurs, bonne fin de soirée.